Le clown tueur, le monstre en voisin. 1972, banlieue de Chicago. Un homme bien installé ouvre sa porte à un adolescent venu pour un petit boulot. À l'intérieur, rien d'inquiétant. Puis vient le tour. La menotte magique. Un jeu, dit-il. Il se laisse menotter, se libère en souriant, puis il propose d'essayer. Le clic se referme. Cette fois, ça ne s'ouvre plus. La clé disparaît. À partir de là, il n'y a plus d'option. Entre 1972 et 1978, John Wayne Gacy est responsable de la mort de 33 jeunes hommes. Un record judiciaire à l'époque. Son moteur n'est pas le chaos, mais la domination totale, physique et psychologique. Ce qu'il recherche, ce n'est pas seulement la mort, mais l'instant précis où la victime comprend qu'elle a perdu tout contrôle. Menotté, soumis à des violences extrêmes, puis tué, ensuite le rituel reprend. Enterrer, se doucher, changer de vêtements et ressortir serrer des mains. Car à l'extérieur, Gacy est irréprochable. Patron de PDM Contractor, militant local, organisateur de parades, hôte de fêtes gigantesques, des centaines de personnes passent chez lui. Et parfois, il enfile un costume. Pogo le clown. Figure souriante lors d'événements caritatifs. Le masque n'est pas un détail. Il est une extension de son système. Une image publique si visible qu'elle devient un bouclier. Ses victimes, elles, racontent une autre histoire. Adolescents ou jeunes adultes, souvent fugueurs, isolés, en quête d'argent ou d'un emploi rapide. Certains sont attirés par une promesse de travail chez PDM, d'autres par de l'alcool, de la drogue ou un simple tour de magie. Parfois, Gacy joue au faux policier. Badge, gyrophare rouge, ton autoritaire, le trajet jusqu'à sa maison devient alors un couloir sans retour. Pourquoi a-t-il été si difficile à arrêter ? Parce que il vit au cœur du tissu social. Il fréquente les élus, participe aux parades, reçoit en permanence. Les disparitions dispersées dans le temps concernent des jeunes que personne ne cherche avec insistance. Et, pendant que la ville le voit partout, sa maison accumule les preuves. Sous le plancher, dans le crawl space, il enterre 26 corps. 3 autres sont dissimulés ailleurs sur la propriété. Il vit au-dessus d'eux pendant des années. Mange, reçoit, plaisante, pendant que la chaux, le béton et l'humidité effacent lentement les identités. Quand l'espace est saturé en 1978, il jette 4 victimes dans la rivière des Plaines. La bascule survient avec Robert Piste, 15 ans. Cette fois, quelqu'un insiste. L'enquête s'accroche à Gacy. La police perquisitionne. Menottes, badges, des enregistrements vidéo, drogue. Un second mandat vise le crawl space. Une odeur remonte, puis les restes. L'arrestation tombe le 21 décembre 1978. Condamné à mort en 1980, Gacy est exécuté en 1994. Ce qui le rend spécifique, au-delà du chiffre et du clown, c'est la mécanique sociale. Un tueur qui transforme sa respectabilité en camouflage, son entreprise en vivier et sa maison en archive macabre. Un homme que tout le monde connaît, que tout le monde voit, et que, pour cette raison même, personne ne regarde vraiment. Ted Bundy, le charme comme passe-partout. 1974, nord-ouest des États-Unis. Campus universitaire, parking, espace public, proche des facultés, un homme poli demande de l'aide. Il sourit, le remercie, et quand la porte se referme, il n'y a plus de témoins. On l'appelle Ted Bundy. Actif entre 1974 et 1978, il est officiellement lié à la mort de 30 personnes. Son moteur n'est pas la fureur, mais l'excitation du pouvoir et de la possession. Ce qu'il recherche, c'est l'approche sans résistance, la ruse, le casting, puis l'anéantissement. Bras en écharpe, béquille, une coccinelle ordinaire, propre, banalisée. Le piège fonctionne parce qu'il est crédible. Bundy se présente comme un étudiant en droit, cultivé, engagé, rassurant. Sur les campus, personne ne voit une menace. Ce vernis social est son costume. À l'intérieur, une trajectoire plus trouble. Isolement, pensée violente, besoin de contrôle. Mais ce passé importe moins que ce qu'il maîtrise parfaitement, l'image. Son premier crime détecté est clos en 1974. Une jeune femme disparaît de nuit près d'une résidence universitaire, approchée par un inconnu qui sollicite de l'aide pour sa voiture. Le schéma est posé. Par la suite, il repère, sélectionne, approche. Enlèvement, violence, puis la mort. Ses cibles suivent un profil précis. Étudiante et jeune femme, souvent aux cheveux longs, raies au milieu, morphologie proche, il opère par rafale. Plusieurs disparitions le même jour dans un parc bondé, puis le silence, puis reprise ailleurs, car Bundy est mobile. Il change d'état, de plaque, d'apparence. Les enquêtes se morcellent, l'ADN n'existe pas encore et son double visage brouille absolument tout. Pourquoi est-il si difficile à arrêter ? Parce qu'il l'inspire confiance. Parce que les juridictions ne communiquent pas assez. Arrêté d'abord pour une tentative d'enlèvement, il est peu à peu relié à une série de disparitions. En 1977, il s'évade 2 fois. Libre,
Son passage en Floride marque une nouvelle série de victimes, dont une attaque dans une maison de fraternité. Repris en 1978, il est condamné à mort et exécuté en 1989. Ce qui distingue Ted Bundy, ce n'est pas seulement le nombre, c'est l'arme, la confiance. Un tueur qui transforme la politesse en levier, la normalité en camouflage et une voiture ordinaire en piège. Son sourire est la clé, sa courtoisie, la serrure. Et la porte qu'on lui ouvre mène droit au coffre. Le tueur du Zodiac, décembre 1968. Une voiture est garée sur un parking isolé près de Valero, en Californie. À l'intérieur, de jeunes gens, ils n'ont pas le temps de comprendre. L'attaque survient sans aucun signe préalable. L'auteur des faits disparaît dans la nuit. Personne ne le sait encore, mais une figure vient de naître. Quelques mois plus tard, les journaux reçoivent une lettre, puis une autre. Dans l'une d'elles, un message de 408 symboles, illisible accompagné d'une menace claire. Si le code n'est pas publié, il frappera de nouveau. Les journaux cèdent, le message paraît en une. Et pour la première fois, l'auteur signe. Il se baptise lui-même Zodiac. Entre décembre 1968 et octobre 1969, le Zodiac est officiellement lié à 5 attaques mortelles et à 2 survivants. 2 personnes qui s'en sont sorties par hasard, par instinct, par chance, et qui porteront à vie le souvenir d'avoir croisé sa route. Lui, pourtant, revendique bien davantage. Dans ses lettres, il affirme être responsable de la mort de 37 personnes. Il explique agir pour collecter des esclaves pour l'au-delà. Puis il ajoute dans une provocation glaçante que la mort serait, je cite, « plus fun que chasser du gibier ». Car le Zodiac ne se contente pas de donner la mort, il met en scène. Il écrit aux rédactions, impose ses conditions, exige la première page. Il dessine les symboles à la main, utilise un viseur comme signature et s'assure que chaque crime soit suivi d'un message. Souvent, il y ajoute des détails que seuls les enquêteurs peuvent connaître, comme pour prouver qu'il dit vrai. Il n'a pas de visage, mais il a une voix. L'anonymat devient son costume, l'encre son arme. Ses attaques ne suivent aucune logique simple. Il alterne armes à feu et armes blanches, frappe dans des zones semi-isolées de la BARA, une région fragmentée en plusieurs juridictions qui communiquent mal entre elles. Des couples dans leur voiture, des promeneurs, puis en octobre 1969, un changement brutal. Un chauffeur de taxi est attaqué en pleine ville à San Francisco. À chaque fois, le décor change. La méthode aussi, le rythme également. Impossible de figer un schéma. Impossible de prévoir la prochaine attaque. Pourquoi a-t-il été si difficile à attraper ? Parce que les preuves sont dispersées entre plusieurs services de police. Parce que la coordination est défaillante. Et surtout, parce que la science de l'époque ne dispose pas encore de l'arme décisive, un ADN réellement exploitable. Pendant que la police patauge, le Zodiac occupe l'espace médiatique. La population suit l'affaire jour après jour à travers les journaux. N'importe qui peut être le prochain. A-t-il été arrêté ? Non. Un suspect majeur, Arthur Lane Allen, est longuement examiné, interrogé, surveillé, mais faute de preuves formelles, il est finalement écarté. Des décennies plus tard, des enquêteurs indépendants avancent d'autres noms. Photos analysées, anagrammes, coïncidences, fragments matériels, jusqu'à évoquer la mort d'un suspect présumé en 2018. Mais rien n'est jamais validé officiellement. Le dossier reste ouvert. Le cryptogramme Z408, déchiffré dès 1969, relevait surtout son mépris de l'humanité. Le cryptogramme Z340, enfin craqué en 2020, n'a livré aucun nom, juste un vide. Michel Fourniret, l'artisan froid de l'embuscade. Une camionnette, une promesse de trajet et l'Europe des frontières molles. On croise un couple banal sur une route départementale. On ne sait pas que la carte est déjà pliée et que la sortie n'existe plus. On l'appelle Michel Fourniret. Entre 1987 et 2003, entre la France et la Belgique, il est reconnu coupable d'au moins 11 meurtres, principalement des adolescentes. Son moteur n'est pas l'impulsion, mais la prédation rationnelle. Il planifie, repère, teste la docilité du moment. La domination passe par des scripts répétables, presque administratifs. Rien n'est spectaculaire, tout est calibré. À ses côtés, Monique Olivier. Elle n'est pas un détail, elle est la clé sociale. Présence rassurante, voix posée, parfois à la pas direct, une femme qui parle à une adolescente, qui normalise la scène, qui amortit la méfiance. Elle couvre la logistique, aide à effacer les traces, absorbe les incohérences. Ensemble, ils travaillent au calme, sans débordement d'ego apparent. Les cibles sont constantes. Jeunes filles ou jeunes femmes isolées, souvent en plein jour. Fourniret rôde près d'écoles, de gares, de villages avec des points de retrait faciles. Les enlèvements sont brefs, décidés après repérage. Les lieux suivent. Bois, planque rurale, bâtiments abandonnés, le décor est choisi pour l'isolement. Pour la police, ce sont des disparitions sans scène, des frontières qui diluent les signaux, des familles renvoyées au silence administratif. La méthode tient en quelques gestes froids. Abordage poli, proposition de covoiturage, parfois un service à rendre, une fois à l'intérieur, des substances chimiques pour neutraliser, des contraintes physiques, puis une mise à mort rapide. Les victimes sont dissimulées dans des lieux isolés,
parfois liés à ses activités professionnelles. Il conserve des outils, des notes, des souvenirs, avec la patience d'un ouvrier qui monte un chantier à long terme. Pourquoi tient-il si longtemps ? Parce qu'il fait peu de bruit, parce qu'il se déplace entre pays, parce qu'une complice détourne les soupçons, parce que les dossiers se fragmentent entre brigades, que les échanges transfrontaliers sont lents et que l'ère prénumérique rend les recoupements coûteux en temps et en chance. Trop souvent, les pistes sont classées fugues. La bascule arrive en 2003, après une tentative d'enlèvement qui ne se déroule pas comme prévu et des recoupements tardifs. Le filet se referme, fournirait livre des aveux partiels, guide parfois vers des lieux, tait d'autres noms. Il est condamné à la perpétuité. Ce qui le distingue n'est pas la flamboyance, mais la banalité appliquée. Un tueur qui transforme la technique en impunité, la routine en camouflage et le couple en passe-partout. Ici, le monstre ne cherche pas la scène, il cherche le processus. Et tant qu'il fonctionne, il continue. Jack Unterweger, le tueur réhabilité par la culture. Libéré comme poète réhabilité, invité sur les plateaux, réembauché par les médias, jusqu'à couvrir ses propres crimes. C'est le seul tueur de cette liste que la société n'a pas seulement ignoré, mais activement célébré pendant qu'il recommençait. On l'appelle Jack Unterweger. Condamné dans les années 1970 pour meurtre, il sort de prison à la fin des années 80, auréolé d'une réputation nouvelle. Écrivain talentueux, symbole de réinsertion, preuve vivante que la culture peut sauver, la presse lui tend le micro. Des écrivains, journalistes et intellectuels militent publiquement pour sa libération, faisant de son cas une vitrine idéologique. Il y dépose un masque, son moteur n'a pas changé. Ego, domination, mise en scène, ses récits autobiographiques servent d'armure morale. Le discours dit « J'ai changé ». Les pulsions, elles, réclament un public et un scénario. Au début des années 1990, les crimes reprennent. Autriche, puis Allemagne, République tchèque et jusqu'aux États-Unis. Les victimes suivent le même profil, travailleuses du sexe, visées de manière répétée. Une signature répétée presque clinique. Les corps apparaissent pendant que le monde culturel s'enthousiasme pour la renaissance de l'auteur. Deux récits avancent en parallèle, sans se toucher. La méthode est directe. Unterweger active son statut médiatique. Il décroche des piges, se présente comme journaliste, entre dans les commissariats pour couvrir l'insécurité, observe les procédures, discute avec les enquêteurs, cartographie les failles. Le passeport fait le reste. Déplacement rapide, nuit d'hôtel, rencontre brève, disparition immédiate. Le rituel est stable, approche, mise à l'écart, violence létale, puis disparition rapide. Le journalisme lui ouvre des portes que la police garde entr'ouvertes, et sa réputation d'ex-détenu réhabilité désamorce les soupçons. Le profil des victimes éclaire le système. Précarité, marginalisation, signalement tardif, les crimes franchissent les frontières, la coordination patine, les dossiers circulent lentement. Pourquoi a-t-il duré ? Parce que la société voulait croire à l'histoire qu'il racontait. Parce que la culture a confondu talent et transformation morale. Et parce que la mobilité internationale diluait les signaux avant qu'ils ne convergent. La chute arrive en 1994. Les liens sont faits. Unterweger est arrêté, jugé et condamné à la perpétuité. La nuit même du verdict, il se pend dans sa cellule. Ce qui rend Jack Unterweger unique, ce n'est pas seulement le meurtre, c'est l'ingénierie sociale de l'impunité. Un tueur qui transforme la rédemption en camouflage, la culture en alibi et le récit de soi en laissez-passer. Richard Ramirez, le Night Stalker en terrain urbain. 1984, Los Angeles. La nuit ne protège plus. Les fenêtres restent éclairées, les portes vérifiées 2 fois, les chiens deviennent des alarmes vivantes. Une ville entière apprend à dormir en état d'alerte. On l'appelle Richard Ramirez, la presse le baptise le Night Stalker. Actif entre 1984 et 1985, il terrorise d'abord Los Angeles, puis San Francisco. Au terme de l'enquête, il sera reconnu coupable de 13 meurtres. Son moteur est simple et brutal. Sadisme opportuniste, recouvert d'un vernis satanique. Il ne cherche ni un type précis de victime, ni une relation. Il cherche l'accès. Entrer, imposer sa loi, le cambriolage n'est pas un moyen annexe, c'est la clé principale. Fenêtres mal fermées, portes forcées, garage négligé, Ramirez entre de nuit, souvent pendant le sommeil. Il écoute, observe, prend parfois une arme sur place, il utilise des objets trouvés sur place. Tout peut servir. L'ordre change. Le scénario varie, une succession de crimes graves dont des violences à caractère sexuel. Rien n'est stable, et c'est précisément ce qui brouille les pistes. Il laisse parfois des pentagrammes, murmure ou écrit « Haï Satan ». Ce satanisme n'est pas une doctrine, c'est une mise en scène. Un outil pour choquer, intimider et semer la confusion. Ses victimes, trop diverses pour rassurer qui que ce soit. Femmes seules, couples endormis, hommes âgés, maisons avec enfants. Certains sont tués, d'autres épargnés. Cette apparente loterie casse les typologies habituelles.
La police hésite. Un seul auteur ou plusieurs? Ramirez gagne du temps en multipliant les styles. Pourquoi tient-il si longtemps? Parce que la ville est immense, parce qu'il change d'armes, de quartier, d'horaire, les indices balistiques parlent peu, les empreintes sont incomplètes, la bascule arrive quand il devient visible, son visage circule partout, des citoyens le reconnaissent, le poursuivent, et il est arrêté à l'été 1985. Les condamnations suivent, il meurt en prison en 2013. Ce qui distingue Richard Ramirez n'est pas un rituel précis, mais une stratégie d'invasion. Un tueur qui transforme la ville elle-même en terrain de chasse, la peur en complice et l'improvisation en méthode. La nuit n'est plus un décor, elle devient une porte entrouverte et il sait exactement comment la pousser. Jack l'Éventreur, la célébrité est née dans le brouillard. 1888, Londres, quartier de Whitechapel. La nuit tombe tôt, le brouillard efface les silhouettes et les rues pauvres restent presque sans lumière. C'est ici qu'un tueur va frapper et qu'un nom va naître avant même qu'un visage n'existe. On l'appellera Jack l'Éventreur. En l'espace de 10 semaines, 5 femmes sont retrouvées mortes. Aujourd'hui, comme les 5 canoniques, toutes vivent dans une précarité extrême. Invisibles socialement, elles sont contraintes de circuler la nuit, seules dans l'espace public. Le terrain est idéal. Son moteur probable n'est pas le chaos mais le pouvoir. Approche rapide, neutralisation immédiate, puis des violences post-mortem de plus en plus marquées. C'est ce qu'il semble rechercher. C'est l'instant de contrôle absolu. Un corps qui ne peut plus résister, un acte qui laisse une signature. À chaque crime, la violence s'intensifie. Les corps sont retrouvés dans des ruelles ouvertes, rapidement envahis par les curieux. Les scènes sont contaminées, les témoignages se contredisent, la médecine légale est rudimentaire. La police avance à l'aveugle. Et pendant que l'enquête piétine, la presse s'emballe. Des lettres arrivent dans les rédactions, certaines menacent, d'autres se moquent. Leur authenticité est incertaine, mais elles font une chose essentielle, elles fabriquent un personnage. Le surnom Jack the Ripper s'impose. Le tueur devient une figure publique. La peur change d'échelle, ce n'est plus un quartier menacé, c'est une ville entière qui retient son souffle. Pourquoi est-il impossible à arrêter? Parce que les victimes comptent peu. Parce que les outils manquent, parce que les forces de l'ordre communiquent mal, et surtout parce que le mythe enfle plus vite que les faits. Le don envahit les journaux, les rumeurs saturent l'espace et l'homme réel disparaît derrière la légende. A-t-il été arrêté? Non. Aucun suspect n'a jamais été formellement établi, aucune preuve décisive. Ce qui rend Jack l'Éventreur unique, ce n'est pas seulement ce qu'il a fait, mais ce qu'il est devenu. Le premier tueur moderne transformé en célébrité. Un nom né sur du papier, nourri par la peur et les manchettes, jusqu'à effacer son auteur réel. Un homme dissous dans le brouillard, remplacé par un mythe qui, lui, n'a jamais cessé de hanter l'imaginaire collectif.